Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous grâce à Universo-ISNet Atome. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Domingos Antunes, qui est le directeur financement et trésorerie de Decathlon, et Frédéric Saunier de Diapason. Voilà. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir vous parler notamment d'intelligence artificielle associée aux prévisions de trésorerie. Je suis Yann Guillemard, je suis associé au sein du département Trésorerie and Cash Management de Mazars, où nous accompagnons les grands trésoriers et les petits outils d'ailleurs dans leurs besoins d'accompagnement, que ce soit en conseil ou en audit. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement les principes généraux autour de l'intelligence artificielle pour introduire le sujet tout simplement. Et puis, je vais pouvoir laisser la parole à Frédéric Saunier pour qu'il puisse nous présenter finalement quelles sont les opportunités qui sont offertes par l'intelligence artificielle aux trésoriers. Et nous aurons le plaisir d'avoir le témoignage de Domingos Antunes, qui est un des pionniers en fait sur le sujet. Et son retour d'expérience, évidemment, sera très riche pour vous toutes et vous tous. Et puis, je terminerai, j'essaierai en tout cas de conclure sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'organisation d'une trésorerie. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, on va faire les choses extrêmement simplement. Il y a deux grands piliers, les données, et vous allez voir qu'on va en parler largement au cours de cet atelier, et puis les algorithmes. Les données, c'est ce que vous entendez sous les mots parfois un peu compliqués de cloud, de blockchain, de digital workplace, autant d'éléments de data lake que vous entendez, mais qui parlent essentiellement en fait autour de la data et de son organisation. Et puis, vous avez les algorithmes, l'analyse prédictive, prescriptive, les systèmes experts, le deep learning, autant d'éléments voilà, que vous avez probablement entendus en termes de vocabulaire, mais qui parlent plutôt des algorithmes. Ces algorithmes, grâce aux nouvelles technologies, on va pouvoir les appliquer sur les données. Et l'intelligence artificielle, c'est bien le mix à la fois des données et des algorithmes. Alors, comment on peut mettre en valeur finalement les données que nous avons disponibles au sein de nos systèmes d'information, de trésorerie en particulier? La première chose, c'est de devoir prendre soin de ces datas, de prendre soin de ces données. Et ça passe par ce que vous voyez en bas du petit schéma là, derrière moi, qui est en fait la data, toute l'infrastructure technique sur laquelle on va pouvoir appuyer la data. Donc, c'est à la fois l'infrastructure technique et à la fois le code qui permet notamment ces mises en production. Et ça va être les fondations qui vont pouvoir soutenir d'un côté l'usine de données sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Vous entendez parler souvent de data lake, voilà. Et puis surtout, les travaux excusez-moi, qui vont porter sur la qualité de cette donnée. Vous allez le voir au cours des témoignages qu'on va avoir aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement sensible, d'essentiel pour pouvoir faire fonctionner les algorithmes. Et vous avez un autre pilier qui va s'appuyer du coup sur ces fondations, qui est évidemment toute la partie d'analyse de la data en tant que telle. Donc, ça va être notamment tous les algorithmes qu'on peut avoir qui vont permettre notamment de présenter cette donnée. C'est extrêmement important pour voir finalement, quand la donnée évolue, concrètement ce que ça veut dire sur vos outils du quotidien et sur vos besoins du quotidien. Puis d'un autre côté, la data science qui va permettre, entre guillemets, d'augmenter le potentiel finalement de cette visualisation en allant plus profondément, en passant du domaine finalement des statistiques à un domaine qui est beaucoup plus concret sur la totalité des données. Je te passe la parole, Frédéric. Merci Yann. Alors, en fait, les contributions de l'intelligence artificielle dans le domaine de la finance existent déjà, alors principalement dans le domaine de la finance algorithmique. Néanmoins, ces mêmes contributions dans le domaine de la trésorerie sont encore aujourd'hui assez marginales. Alors, ceci dit, de l'analyse prédictive aux problématiques de réconciliation, les apports de l'intelligence artificielle dans le monde de la trésorerie sont des applications très concrètes qui ont pour vocation non pas de remplacer le trésorier par des algorithmes, mais de lui fournir des outils d'aide à la décision, de le conforter dans ses décisions et puis de sécuriser ses processus. Alors, on a interrogé un certain nombre de trésoriers de la place pour avoir un petit peu une idée quand même des différents domaines d'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de la trésorerie. Bon, il en est sorti assez naturellement 4. Il y en a peut-être d'autres, mais les 4 principaux qui sont mentionnés ici, qui sont assez naturellement les prévisions de trésorerie. C'est le sujet sur lequel on va s'appesantir un petit peu aujourd'hui. Un domaine qui est assez lié, parce que la matière première utilisée est potentiellement la même, c'est l'optimisation de la détermination de la position de change. Les problématiques de réconciliation au sens large du terme, et principalement réconciliation de trésorerie, et la détection de la fraude.
Alors, pour ce qui concerne la prévision de trésorerie, un bref état des lieux, alors qui n'est pas forcément une généralité, mais qui correspond à un certain nombre, à certains profils de méthodologies qu'on a rencontrées assez fréquemment sur le marché. Bon, il se trouve que ces méthodologies actuelles de prévision de trésorerie restent souvent assez empiriques. Alors, elles reposent bien naturellement souvent beaucoup sur la connaissance intime du trésorier, de son activité, de l'activité de la société dans laquelle il se situe, et de son intuition. Ça repose également souvent sur des règles de transformation un peu statistiques, un petit peu arbitraires, qui vont consister par exemple à prendre des réalisations de trésorerie passées, puis leur appliquer un coefficient de croissance pour faire la prévision de l'année à venir ou des mois à venir. Ou dans des groupes de taille assez importante qui disposent de nombreuses sociétés opérationnelles, il peut s'agir d'une grille de saisie à l'attention des sociétés opérationnelles justement qui vont faire leur remontée de prévision. Alors tout ça, ça amène souvent à des gaps potentiellement assez importants entre le prévu et le réalisé, puis avec tous les impacts bien évidemment qu'il peut y avoir en termes de décision de financement ou potentiellement d'investissement. Alors quand on lance un projet d'intelligence artificielle, alors dans le domaine de la prévision de trésorerie ou dans l'ensemble des domaines d'ailleurs, Yann a effectivement bien insisté sur ce sujet, on va continuer à bien insister parce qu'il s'agit dans un premier temps, de déterminer où se situent les données, avoir l'exhaustivité de données, une profondeur d'historique de ces données suffisante pour alimenter les algorithmes. Et un point fondamental, et qui est très certainement la partie la plus complexe du projet, c'est d'avoir une donnée qui est propre. Selon l'adage bien connu des data scientists, garbage in, garbage out, c'est-à-dire que vous pouvez mettre, en mettant des données de mauvaise qualité, avec le meilleur algorithme du monde, de toute façon, les données qui seront en sortie, donc les prédictions en l'occurrence, de toute façon ne seront pas fiables. Donc, il est absolument fondamental de mettre en place un système data lake, de récupération de données qui soit riche, homogène et qui soit complet. Donc, très concrètement, ça se matérialise de la façon suivante. Alors, d'une part, il y a deux typologies de données qu'on va rencontrer. Vous avez les données endogènes. Donc, les données endogènes sont très clairement l'ensemble historique des réalisations de trésorerie sur lesquelles on va s'appuyer pour alimenter nos algorithmes. De façon plus ponctuelle et en fonction des secteurs d'activité, vous avez les données exogènes. Donc, les données exogènes, il pourra s'agir par exemple d'indices de saisonnalité ou de données de marché pour des sociétés qui sont très sensibles à l'évolution de données de marché dans l'énergie ou dans les matières premières, par exemple. Ce sont des données exogènes qui enrichiront le modèle et pourront affiner le résultat qui sera obtenu. Alors, si vous avez les sources de données, alors, même remarque, les sources de données sur les environnements sont très variables. Vous allez trouver de l'information au niveau des TMS et des ERP, assez naturellement, mais c'est parfois insuffisant. Vous allez avoir de l'information potentiellement disponible dans des outils budgétaires ou des outils de conso, si on veut utiliser par exemple des soldes intermédiaires de gestion. Vous allez avoir des sources externes pour les données exogènes, potentiellement, pourquoi pas, des relevés bancaires qui présentent l'avantage d'être une donnée très complète, parce que par définition, toutes les réalisations de trésorerie passent par le relevé de compte à un moment donné, qui présente à contrario l'inconvénient d'être parfois dans certains pays une information assez pauvre en termes de données. Et donc là, vous avez toute une série d'informations, c'est brut, c'est dispersé, c'est varié, donc il faut trouver un moyen pour nettoyer ces données-là, potentiellement remplir les données manquantes, les rendre homogènes, et une fois qu'on a l'ensemble de ces données, l'ensemble de cet historique, on va pouvoir effectivement y appliquer nos algorithmes. Alors, les trois éléments nécessaires pour obtenir un certain succès dans un projet de ce type-là, elles reposent sur trois éléments qui sont présentés là. Alors, les données, je ne reviens pas dessus, on a déjà largement insisté dessus. L'algorithme, bien évidemment, il faut avoir un algorithme calibré, suffisamment bien calibré pour pouvoir obtenir une donnée fiable en sortie. Et un point fondamental sur lequel Domingos et Yann reviendront tout à l'heure, c'est le savoir-faire du trésorier. Il est clair, ça je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'est pas question de substituer un data scientist ou des algorithmes au savoir-faire du trésorier. Le trésorier a un rôle absolument fondamental dans ces projets-là. Deux illustrations rapides. Il est nécessaire que le trésorier soit très présent pour justement effectuer toute cette analyse des données en entrée qu'on a évoquée préalablement. C'est lui qui est vraiment le meilleur juge de la qualité de la donnée à prendre en considération, des critères de filtrage à prendre en considération. Et en sortie, même remarque, c'est le trésorier lui-même qui sera en mesure de juger de la véracité des résultats qui sont obtenus. Deux illustrations très brèves à ce sujet. Un algorithme d'intelligence artificielle ne pourra pas prévoir des black swans.
Là, on est clairement aujourd'hui dans une situation, la pandémie qu'on vit actuellement est une situation qui n'aurait pas pu être prévue par le meilleur algorithme du monde. Donc, dans ce contexte-là, il y a nécessairement une correction à opérer au niveau des résultats qui sont obtenus. Et cette correction, c'est le trésorier et son savoir-faire qui seront en mesure de la réaliser. Un autre petit exemple, pour des structures qui ne sont pas forcément accoutumées à faire des opérations de croissance externe, ou une opération de croissance externe a naturellement un gros impact au niveau de la trésorerie. Même remarque, le trésorier sera en mesure de corriger les résultats des impacts qui sont issus d'une opération de croissance externe. Donc, ces trois composantes sont fondamentales pour réussir un projet d'intelligence artificielle. Alors, très brièvement, les opportunités offertes, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais bon, vous l'avez bien compris, l'objectif, c'est ce que Yann évoquait tout à l'heure, c'est de prévoir à partir de motifs historiques. Donc, on a des motifs historiques de réalisation de trésorerie. On va alimenter et entraîner le modèle pour pouvoir faire de la prédiction. Et le gros avantage, le gros intérêt de ce type de modèle-là, c'est que ce sont des modèles qui auto-apprennent. Donc, plus on les alimente en données, et plus ils deviennent fiables. Donc, ça, c'est vraiment l'idée de la mécanique qu'on met en place. Alors, ça s'appuie sur ce qu'on appelle des séries temporelles multivariées. Ça, c'est la modélisation qui est utilisée. Alors, séries temporelles, parce que des prévisions de trésorerie, ce sont des quantités numériques qui évoluent dans le temps. Et multivariées, compte tenu de la diversité des paramètres que j'ai évoqués tout à l'heure, qui vont permettre justement d'enrichir le modèle et d'enrichir également, de fiabiliser les résultats qu'on va obtenir. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir effectivement capturer des motifs complexes qui ne se visualisent pas nécessairement pour pouvoir les appliquer sur le futur. Pour terminer, alors, je bifurque un petit peu après les prévisions de trésorerie, un petit mot sur la position de change. Alors, je répète, c'est pour là, l'application concrète a un intérêt en particulier pour les trésoriers qui construisent leur position de change à partir de flux de trésorerie en devise. Donc là, la matière première est la même, même si la finalité est radicalement différente, mais la matière première est vraiment la même. Donc, l'intérêt, il est évident, c'est qu'une meilleure prévision dans la position de change va limiter le risque de change, naturellement. Ça va limiter tous les coûts qui sont induits par une sous-couverture et surtout par une surcouverture. Donc, il y a un impact change et un effet change qui est évident. Il y a un effet taux qui est également assez évident, en tout cas dans certains contextes. C'est qu'à partir du moment où il y a une meilleure prévision du positionnement des flux en devise dans le temps, alors on va limiter les coûts de portage, donc en l'occurrence diminuer potentiellement les coûts de swap. Et pour terminer, un dernier élément, alors je sors un petit peu du cadre de l'intelligence artificielle, mais qui peut avoir un gros intérêt, c'est de mixer les méthodologies du type intelligence artificielle avec des méthodes déterministes et probabilistes qui vont nous permettre, voilà, dans l'exemple que je peux prendre, c'est de déterminer pour un intervalle de confiance déterminé quel est le ratio de couverture optimal à réaliser pour couvrir la position qui aura préalablement été déterminée, calculée. Voilà, donc j'en ai fini. Je vais maintenant laisser la parole à Domingos qui va vous donner son expérience très concrète du terrain au sein de la trésorerie de Decathlon. Du coup, Domingos, on a 3 questions auxquelles j'espère que tu pourras apporter des réponses pour les trésoriers qui nous écoutent. La première, c'est finalement Decathlon, lors du projet que tu as initialisé. Quel a été le déclencheur finalement de la réflexion vers l'IA chez vous en matière notamment de prévision de trésorerie? Et puis, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous parles aussi de l'impact du Covid-19 sur ton projet. Le déclencheur, c'est 2017-2018. Decathlon a doublé le nombre de ses pays. Donc, déjà, une charge de travail qui est assez importante, notamment sur tout ce qui est forecast. Quand on passe de 26 à 52 pays d'un coup, qu'on a des équipes qui sont toujours les mêmes et qu'on a une charge qui augmente, on cherche à réussir à forecaster, puisqu'on n'a pas des trésoriers dans tous les pays qui sont en ouverture. Et on ne peut pas recruter non plus doubler ses effectifs. Donc, le déclencheur, c'est le périmètre qui a augmenté. Il y a eu aussi beaucoup de choses qui venaient également de la FTE, globalement, Association des trésoriers de France. J'ai beaucoup entendu parler de l'IA, solution assez simple, forecast automatisé. Je me suis dit, on a une augmentation de la charge, on a besoin d'avoir de la visibilité parce que des pays en ouverture, ça consomme quand même énormément de cash. Donc, on s'est posé la question et on s'est dit, voilà, on va tenter l'expérience IA de façon assez, on va dire, simpliste, en se disant,
on va discuter avec la cellule IA, puisqu'on a une cellule IA chez nous, et on va leur demander de venir pour en discuter, pour essayer de, en effet, mettre en place des règles pour forecaster, etc. Entre-temps, puisque 2019, on a commencé à lancer un peu le projet. 2020, on a eu le Covid. Réel déclencheur parce qu'on est quand même passé sur la trésorerie et le forecast au centre de l'attention de tout le monde, pas que de la trésorerie, puisque quand vous êtes dans une entreprise de retail qui se porte bien, on va dire que le cash, on le regarde de façon trimestrielle, on le suit progressivement et on suit la liquidité. On est passé sur un rythme hebdomadaire de suivi du forecast fait sous Excel. Par moi-même, tu le disais assez bien, Frédéric, avec ma connaissance du groupe, mes anticipations, peut-être mes petites erreurs aussi, parce qu'un fichier Excel qui fait X onglets avec X remontées de filiales et des règles et des anticipations, c'est toujours compliqué. Et donc, à la fin de l'année, on s'est dit, le projet avance pas énormément, il faut qu'on avance un peu plus vite. Et qu'on se centre sur la data, puisque le vrai sujet, vous en avez parlé, c'est la data, c'est la structure de l'équipe Trésor, c'est la façon de voir et comment on projette, et c'est aussi l'outil. Un vrai sujet chez nous a été l'outil, puisque notre partie encaissement, notre partie décaissement et notre partie trésorerie sont gérés dans des logiciels différents, et depuis 10 ans, on a eu au moins un changement sur chaque logiciel. Donc, quand tu regardes tout ça, on se dit, en effet, avoir quelque chose autour de l'IA qui est capable de forecaster et d'automatiser avec un trésorier qui est plus vraiment dans le fait de produire la donnée, mais de l'analyser, c'est aussi important parce que l'un des autres facteurs, c'est que beaucoup de mes trésoriers étaient habitués à faire du fichier, à construire de la data et se retrouver parfois avec un manque de recul quand la data sortait. Donc, voilà un petit peu pour les déclencheurs. Donc, chez nous et voilà comment on a essayé d'apporter et d'avancer dans le projet. Du coup, Domingos, tu as évoqué un petit peu aussi déjà des premières difficultés au travers de la data, au travers de l'hétérogénéité des outils que tu avais. Est-ce que si tu avais un conseil à donner finalement aux trésoriers qui nous écoutent autour de finalement ce projet qui a quand même déjà, en tout cas, germé il y a 2 ans chez Decathlon, c'est quoi tes principaux conseils? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner? La première chose, c'est de se concentrer sur la data, ça c'est sûr. Moi, je suis rentré directement par le biais assez, on va dire, cupide. Je suis arrivé en me disant, je vais prendre quelqu'un de l'IA et il va me faire des règles, il va me créer des jolis modèles et je vais réussir à voir quand il fait beau, quand il y a un jour férié, et puis je vais réussir à le dupliquer par pays et avoir quelque chose qui roulait bien. Ça, c'est dans l'idéal. La personne de l'IA et l'expert IA est arrivé en me disant, on va regarder ta data. Et là, c'est devenu compliqué parce que changement de logiciel, de TMS, changement de version, changement d'enregistrement dans les différents comptes, changement de structure. Voilà, on avait le data lake, on avait l'IA, et au milieu, on avait un fouillis qui était inexploitable et qui était vraiment. J'ai un peu découvert, pour être transparent, en se disant, on a des logiciels, tout est carré, tout est bien fait. Et je me suis rendu compte qu'on était un peu trop trésorier et pas assez, on va dire, IT. Alors, on était très orienté action, très orienté logiciel dans l'opérationnalité, et on ne s'est pas axé sur la data et l'exploitation de la data. Comment elle sort, comment on la répertorie, comment on l'utilise, clairement. Et donc, si j'avais un conseil, c'est premièrement, focuser sur la data. Une hétérogénéité de la data, une même façon de la traiter en fonction des différents logiciels, des choses assez simples, des interactions entre les différents logiciels, c'est aussi très important, nous on ne l'avait pas. Nos logiciels sont vraiment segmentés et ils ne communiquent pas entre eux, donc l'exploitation des data, même pour vérifier entre les différents logiciels, c'est compliqué. Donc, voilà, vraiment se focuser sur la data, avoir des choses simples, structurées, pouvoir les cross-checker et avoir un environnement, une structure pérenne de la data. C'est vraiment la clé lorsqu'on va avancer sur le projet. Presque avant de penser à algorithme, c'est d'abord la data et le plus vite possible. Le plus vite possible, oui. Super. Et moi, j'avais une autre question. En fait, on avait une autre question avec Frédéric. Ton projet d'IA, concrètement, qui a germé il y a quelques mois maintenant, il sera réussi si quoi? Et quelque part aussi, sous quelles conditions, quoi? Alors, je pense que la première condition, donc, c'est la data, c'est bien retravailler mon schéma de data en amont et dépolluer.
Tu le disais de façon assez simple, hein, garbage in, garbage out, hein, Frédéric, c'est exactement ça. Là, on est en train de travailler tout en amont la data. Donc, ça sera réussi une fois que ma data sera bien dépolluée, bien lisible. Je pense aussi que sur la partie qu'on a entamée, et grâce au Covid, on a reshapé l'équipe, on l'a restructurée en faisant une vraie équipe IT, en se disant on arrête d'avoir un lead très trésorier dans l'approche de l'outil ou de la data. Ce qu'on a fait, c'est de dire on va partir sur une vraie équipe IT avec des gens qui gèrent des projets, avec quelqu'un qui a un vrai profil IT, avec quelqu'un qui gère la data et en collaboration avec des trésoriers. Donc ça, c'est la première chose qu'on a lancée. Ça sera une réussite réelle une fois qu'on commencera à exploiter de la data. Une fois qu'on aura aussi des échanges et des trésoriers qui analysent la data et qui ne la font plus, parce que c'était un des gros problèmes, qu'on aura des personnes IT qui comprennent ce qu'on veut, là où on veut arriver et la façon de structurer, puisque c'est une vraie structure à avoir sur l'outil. Je pense que ça sera la vraie réussite. Je pense également qu'il y a quelque chose qu'on est en train de retravailler et tous les trésoriers arrivent à cette étape, c'est de se dire finalement, le profil de nos trésoriers est en train de muter. Je m'en rends compte et je m'en suis rendu compte l'année dernière. Quand on essaye de travailler de la data ou travailler vraiment ce côté IA, il faut des profils spécifiques. Un trésorier est orienté business, il arrive à donner des règles, il arrive à savoir où il veut aller, mais dès qu'on rentre dans le dur de la technique, c'est vraiment compliqué. Donc, on a recruté déjà une personne qui était vraiment IT IA. J'aimerais maintenant transformer un petit peu mon équipe. On a commencé à regarder des formations pour avoir des trésoriers qui comprennent l'IA, qui comprennent tout ce qui est API, des choses simples, mais qui travaillent dessus. Donc, mon projet sera réussi une fois que ma structure sera bien mise en place, ma data exploitable, j'aurai des IT guys qui comprennent la trésorerie et que j'aurai des trésoriers qui comprennent l'IT de façon à pouvoir travailler main dans la main, puisque ça, c'est un des vrais soucis et je l'ai vécu lors de quelques réunions. Quand vous mettez quelqu'un de l'IT, un trésorier en face, c'est compliqué au départ. Hein. Il faut réussir à mettre de l'huile dans les rouages. Et donc, mon projet sera réussi une fois que toute cette structure sera en place et que je serai capable d'avoir des forecasts, que ce soit sur la position de trésorerie quotidienne ou du FX, comme tu en parlais, qui a un gros impact chez nous, comme on importe pas mal de matières premières et même de produits qui viennent du dollar. Lorsque j'aurai des prévisions faites automatiquement, des trésoriers qui les analysent et qui sont capables d'avoir du recul dessus et qui sont capables de fine-tuner une règle. Donc voilà, le projet parfait, c'est celui-là. La réussite, c'est celle-ci. Il va falloir un peu de temps. Ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu au début en me disant, on m'en a parlé lors des différents séminaires que j'ai fait. L'année prochaine, ce sera fait. Il faut structurer les équipes, il faut un changement de mindset et il faut se focusser sur la data. Et data. Merci beaucoup pour ce témoignage et qui confirme un peu ce que tu disais également, Frédéric. Et je vous assure que c'est réalisé sans trucage, mais la slide que je vais vous présenter après, elle résume rapidement ce que vient de dire en fait Domingos. En fait, quel impact ça a finalement sur l'organisation quand on commence à introduire de l'IA dans une DFT? La première chose, c'est qu'il y a des approches vraiment trésoriers, des approches métiers. Domingos évoquait des règles métiers, Frédéric aussi. On est vraiment là-dessus, c'est-à-dire le savoir-faire finalement du trésorier, c'est ces règles, c'est ces décalages de trésorerie, c'est cet impact de la météo finalement sur sa prévision, etc., etc. On va avoir des données métiers qui sont dans nos outils de TMS, et puis on va pouvoir établir sur la base de ces règles et de ces données, encore souvent on le voit dans Excel, hein, c'est quand même très fréquent sur la prévision de trésorerie, on va pouvoir établir des conclusions métiers et finalement prendre des actions métiers. Un data scientist, il ne réfléchit pas du tout de la même façon. L'IT guy qu'évoquait du coup Domingos, lui, il n'a pas des règles métiers, il a des algorithmes. Il a des algorithmes qu'il va pouvoir faire fonctionner sur de la data. Et de la data qui est à la fois structurée, non structurée, on l'a évoqué un petit peu aussi en début et puis externe. Voilà. Donc, c'est ces différentes sources qu'il va pouvoir utiliser, mixer, sur lesquelles il va pouvoir appuyer, quand la donnée est de qualité, finalement, ces algorithmes. Et puis, il va pouvoir donner des conclusions data, mais pas des conclusions métiers. Voilà. Et il va falloir interpréter, en fait, si finalement ces conclusions data en règle et en action métier. Alors, du coup, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que côté trésorier, on a quelque chose de très spécifique, alors que côté data scientist, on va être plutôt sur quelque chose de générique.
du business versus finalement du scientifique. On va avoir un modèle plutôt fermé côté trésorier avec quelque chose qui est plutôt simple. On va travailler sur un petit volume de données, etc., autour de règles. Or que côté data science, on va avoir quelque chose d'extrêmement ouvert aussi sur de plus grands degrés de complexité, puisqu'on va traiter la data dans son ensemble, et puis on va avoir sur quelque chose de moyen, voire de très gros. Et d'un côté, le trésorier va avoir une approche directe, et là, je ne fais pas de lien avec la prévision de trésorerie en tant que telle, et la data science va avoir une approche plus indirecte, du logique vers du surprenant. Ce qui est assez génial, d'ailleurs, quand on fait ces projets de data science, c'est que dès qu'on a la couche de data qui est structurée, qu'on peut commencer à faire de la data vise, on est capable d'aller explorer finalement ces data et de pouvoir voir ce que ça a comme incidence métier, tel ou tel événement. On va avoir quelque chose qui est plutôt lent côté trésorier, même s'il a fallu être rapide pendant le Covid et réactif, vers quelque chose qui, a priori, est plus automatisé, plus rapide dans la durée. Et donc, tout ça pour vous dire que le trésorier, il ne va pas disparaître, hein, parce que, comme le disaient Domingos et Frédéric, il va falloir travailler ensemble et créer finalement ces profils un petit peu à double expérience ou double expertise, à la fois IT et à la fois trésorier. Et il n'y a pas de magie dans tout ça, c'est vraiment la combinaison de ces deux approches qui va permettre d'avancer, en tout cas sur des prévisions de trésorerie qui seront plus efficaces et meilleures. Ce qu'on retient aussi, il y avait une étude qui était sortie, alors les études, il y en a qui sortent tous les jours, mais celle-là est assez intéressante parce qu'en fait, ce qui était attendu de la part, non pas du trésorier, mais des organisations au sens large, hein, à travers l'IA, c'était de réduire le risque d'erreur. Et c'est bien ce qu'on cherche à faire en premier lieu quand on fait des prévisions de trésorerie, c'est au début d'être juste et de plus en plus précis, hein, et donc c'est ce qu'on va chercher à obtenir. C'était aussi, quelque part, une attente de monter en compétence des opérationnels sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Il ne faut pas oublier que derrière cette IA, il y a aussi quelque part une automatisation, une robotisation des process un peu fastidieux. Et du coup, on va pouvoir se concentrer finalement sur des actions métiers à plus forte valeur. Et puis, diminuer les tâches à risque en même temps. Voilà. Et il y avait une attente aussi qui était assez intéressante, et on va le voir peut-être sur la slide d'après, juste après. Ce qui est intéressant aussi, l'attente, c'était de pouvoir faire évoluer finalement les profils vers d'autres compétences, on va dire, qui vont être très utiles dans les années à venir. Et donc, quel impact finalement sur l'organisation d'une DFT en tant que telle? Eh bien, ça va être finalement une nouvelle approche de la gestion du temps, très concrètement, hein, et on voit, et déjà travailler les datas, c'est long, mais c'est pour gagner du temps et gagner en efficacité, évidemment, après, et de pouvoir finalement réduire tout le circuit de production de l'information qui aide à la prise de décision. Et donc, derrière, comme enjeu majeur, hein, si on le décompose en deux mots, hein, ce qui est un enjeu, c'est de pouvoir décider vite et bien, et de manière la plus fiable possible. La problématique, c'est que le trésorier data scientist, on voit qu'il est en cours de conception chez Decathlon, mais il n'existe pas encore vraiment. Et donc, il va falloir organiser cette cohabitation entre finalement trésorier, data scientist, pour avoir justement le bénéfice de cette trésorerie augmentée. Je pense que les éditeurs de logiciels, les conseils vont être effectivement extrêmement moteurs vers ça, mais la data reste quand même la première difficulté. Et donc, on a besoin quelque part, de créer, comme tu l'as fait, peut-être Domingo chez Decathlon, finalement un département un peu IT au sein de la trésorerie. Et c'est quelque chose que nous, on voit en tant que conseil de plus en plus émerger au sein des DFT qui ont ces besoins-là. Bah, finalement, un interlocuteur IT ou des interlocuteurs IT un peu dédiés qui viennent du monde de la trésorerie et qui se forment effectivement au sujet de l'IT. Et puis, je pense que ce qui est très important aussi, c'est probablement l'anticipation de l'évolution à la fois des emplois, des métiers et des compétences. On aura des trésoriers qui seront à la fois des financiers, puis finalement probablement des experts de la data. S'ils ne sont pas experts des algorithmes, ce n'est pas très grave, mais au moins de la data et de leur conception de cette data. Et il va falloir sécuriser finalement ces parcours, tous les outils de formation qui vont avec. Domingos l'évoquait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et puis, pour moi, on parle souvent de culture cash, il va falloir aussi qu'on parle de culture data pour les trésoriers. C'est vraiment un élément extrêmement important pour anticiper finalement la valeur que ça a. Et on se rend compte finalement sur les projets entre les annonces qu'il y a pu avoir sur le marché et la réalité, que quand on est un grand groupe, quand on est une structure plus moyenne ou quand on est une petite structure, on n'aura pas forcément les mêmes besoins en matière d'IA. Il y a probablement de l'IA aujourd'hui qui peut fonctionner sur la prévision de trésorerie de manière quasi autonome sur des niveaux de complexité, on va dire, assez faciles à appréhender, pour peu que la data soit là.
Ce n'est pas du tout le cas quand on va vers les grands groupes. Et en conclusion que je souhaiterais donner en fait, à cet atelier, ce qui peut être, à mon avis, intéressant, c'est de se dire que quand on a une petite structure, il y aura des logiciels qui permettront d'accompagner facilement. Quand on sera une structure plus complexe, ce sera probablement moins évident. Et finalement, l'IA sera un informateur comme un autre au sein de la constitution de la prévision de trésorerie. Il permettra d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'être plus fiable. Mais à la fin, c'est quand même le trésorier qui décide. En tout cas, nous tenions à vous remercier tous les trois pour votre écoute, en tout cas lors de cet atelier. Et nous serons ravis de vous revoir en physique dès que cela sera possible à l'Univers SwiftNet, évidemment.